Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast débat d'ici Paris-Île-de-France, épisode 44 aujourd'hui. Heureux de vous retrouver. Nous enregistrons ce balado, comme on dit au Canada. Oui, c'est mon pays préféré, vous le savez. Lundi 5 mai, il est 10h28 exactement et il nous reste 2 dodos avant de partir à la guerre, avant de partir au combat, avant de s'emmancher avec les Anglais, mon petit. Il va falloir partir à la bagarre face à Arsenal, bien évidemment. Ça va être fun, ça va être bon, bien évidemment. On va stresser, s'enthousiasmer. Et j'espère qu'à 23h, mercredi, une douce folie va s'emparer de Paris, sa région, et de tous les fan clubs et de tous les fans du PSG dans le monde entier. Elles vont être longues, très très longues, ces 48 heures pour ceux et celles qui aiment le Paris Saint-Germain avant de se lancer dans cette demi-finale retour de Ligue des Champions où certes, tu as ton petit avantage. Certes, c'est bien, mais certes, c'est pas suffisant. Certes, il va falloir faire à nouveau un énorme match face à Arsenal et il va falloir bien évidemment tout donner sur le terrain du côté des Parisiens. Et tiens, petit message bien évidemment à ceux et celles qui sont prêts à payer entre 350 et 7000 euros une place pour aller voir un match. Et c'est 200, 400, 500%, tu te casses la voix. J'en ai rien à faire, mais il va falloir tout donner, car ici, c'est Paris. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de la tribune, le PSG qui rate son pari jeune du côté de Strasbourg, plombé par ses anciens et non pas par ses jeunes. Défaite de Buzyn à Strasbourg samedi. On va débriefer bien évidemment cette rencontre dans le j'aime pas. Une question se pose depuis ce week-end, depuis que le FC Schwiner est venu nous dire que le PSG fausse le championnat en mettant ses jeunes. Est-ce que Paris fausse le championnat de Ligue 1? On va en parler bien évidemment dans cette émission. Ensuite, on va plonger dans Arsenal. On va parler de cette demi-finale retour de Ligue des Champions. Une fois passé ça, on se demandera si Barcola, Ramos et Zahir Emery sont-ils plus que des remplaçants finalement pour le match d'Arsenal? Est-ce qu'on peut les attendre comme titulaires sur la rencontre après leur prestation face à Strasbourg? On va se poser des questions autour de Dembélé, Ousmane Dembélé. Oui, je vous l'ai dit, on a enregistré ce podcast à 10h30, à 11h normalement. Il revient sur la pelouse pour s'entraîner avec ses coéquipiers. Il en sera question dans ce podcast. Et enfin, y a-t-il danger face à cette équipe d'Arsenal? Est-ce qu'on se voit peut-être trop beau? J'en vois déjà certains sur les réseaux sociaux qui nous disent c'est tranquille, ça va le faire, c'est bon, j'ai déjà pris ma place pour Munich. Attention les amis, on connaît notre ADN, on le connaît ce Paris Saint-Germain, on l'aime, mais on sait aussi qu'il est capable de nous faire passer par toutes les émotions. De ça et du reste, on en parle dans 100% PSG La Tribune. C'est parti. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour? Elle est à ma gauche, Julie Yalab, journaliste indépendante, grande fan du Paris Saint-Germain. Salut Julie. Salut Bruno, salut tout le monde. Bienvenue. Je dois y réagir sur on est à 48 heures, à 2 dodos de cette rencontre. Alors déjà, parce que j'ai hâte, et aussi parce que on sent quand tu n'as pas un retour de déplacement qui a été très très compliqué, tu vois, t'es en forme. C'est ça. Voilà. Là, je suis bien. Là, je suis en forme, effectivement. Je suis pas complètement cramoisi. Mais remarque, c'était samedi. C'était du côté de Strasbourg et le déplacement était plutôt sympathique. Il est le plus britannique de nos débatteurs sur ses réseaux sociaux. On l'a senti heureux de passer la semaine dernière à Londres avec la victoire du PSG en poche. Jonathan Hensano est avec nous de Canal Supporter. Salut Jonathan. Salut Bruno, salut à tous. Tu es un fan des chocolats. C'est quoi tes chocolats préférés là? Oh là là, tellement. J'ai vu ça sur tes réseaux sociaux. Tu les as boulottés. Ça s'appelle des cream eggs. C'est D'accord. absolument extraordinaire puisque c'est une boule de sucre et de calories. Mais étant donné que je suis à moitié écossais, autant vous dire que ça, mais c'est un plaisir, c'est ma Madeleine de Proust. Et à chaque fois que je mets un pied, effectivement, au Royaume-Uni, où que ce soit, je suis obligé de me prendre une boîte et je me les enfile. Et bon, tu les as mangés tous d'un coup? Tous. Ah non, mais c'est comme ça, c'est dans le sang. Franchement, quand je les ai vus, j'étais à Londres en même temps que toi. Et tu vois, je me suis pas dit tout de suite comme ça, tiens, si j'allais m'acheter les œufs au chocolat de Jonathan. Enfin, lui aussi a un petit côté british, journaliste indépendant. Oui, c'est ce petit côté un peu smart, tu vois. J'aime bien. C'est notre insider à nous, journaliste indépendant aussi. C'est Marc Méchénois. Salut Marc. Salut, bonjour à tous. Très content d'être à côté de Lord Mag Ben Sadoun. C'est yes. ça.
Bienvenue Marc. On va attaquer les amis cette émission. Tiens, je vais me permettre une petite dédicace dans cette émission, dédicace à Clémentine du PSG Club London que j'ai croisé la semaine dernière du côté d'Arsenal, du côté de Londres, fan de 100% PSG La Tribune. Elle te connaît toi, elle te connaît toi, elle te connaît toi, elle nous connaît tous. Voilà, et à chaque fois elle me dit mais comment tu fais des castings, comment ça se passe, pourquoi on n'a pas plus d'Amandol, moi j'adore Matt Fort et je connais Marc Méchénois et Julie elle est super, Émilie c'est pareil, elle était extraordinaire, elle nous a éclaté avec Julien Froment, on a beaucoup rigolé avec elle, donc un immense bonjour à elle et merci à Clémentine et tous les autres qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qui nous mettent en avant du côté de 100% PSG La Tribune. Les amis, avant de débuter de parler de Strasbourg et d'Arsenal, juste une toute petite information de 100% PSG La Tribune, ici par Île-de-France. Nos confrères du Parisien ont sorti il y a quelques instants que Fabrice Abriel, l'entraîneur des féminines, allait être démis de ses fonctions. On est en mesure de vous le confirmer. On est même en mesure de vous annoncer que la séance de l'après-midi, de lundi après-midi, puisque ce podcast est enregistré un lundi, sera tenue par Paolo César. Et donc, le Paris Saint-Germain va démettre de ses fonctions Fabrice Abriel, arrivé il y a tout juste 10 mois au PSG. C'est un accident industriel, très clairement, pour ce coach, puisqu'il y a eu l'élimination en Ligue des Champions dès le tour préliminaire. Il y a eu le départ, enfin en tout cas la mise de côté de Grace Gayoro, de Sakina Karchaoui. Il y a eu l'élimination en Coupe de France qui lui a coûté très très cher. Ça n'a pas plu du tout, je vous le dis, à Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, qui est allé à Calais voir la finale et qui n'a pas goûté de voir le PFC et Pierre Ferracci à sa gauche, le président du Paris FC, en train de faire la bamboche alors que lui faisait la tête, et il a vu aussi ce qu'il a vu sur le terrain, c'est-à-dire une équipe complètement apathique et sans fond de jeu. Très rapide, je sais que on se le dit, certains suivent pas tous l'actualité des féminines. Julie, départ de Fabrice Abriel, c'était prévu. Sur les réseaux, on sentait bien que tout le monde voulait que ça s'arrête. Oui, et puis de toute façon, la saison était très mal partie quand tu sors en tour préliminaire de la Ligue des Champions, alors que régulièrement tu fais partie des meilleures équipes européennes. Évidemment, déjà ça te met un petit coup. Et puis c'est vrai que moi j'ai plus entendu parler du PSG féminin parce que certaines joueuses avaient été mises à l'écart et que ça passait visiblement mal avec le coach, plutôt que pour les performances sportives qui, comme tu l'as dit, sur le terrain, c'était pas fou, quoi. Jonathan, toi sur Canal Supporter, ouais, vous mettez des articles aussi. On sentait bien que voilà, les gens n'accrochaient absolument pas à ce que proposait Fabrice Abriel et son équipe. Ouais, et puis moi j'ai même envie de le voir de manière plus globale. Ça serait bien qu'il y ait enfin un peu de stabilité dans cette section féminine, parce que effectivement c'est bien beau d'avoir des belles infrastructures, un centre d'entraînement high-tech et tout, mais pour ça il faut mettre aussi des personnes compétentes au bon poste, et on le voit qu'avec Fabrice Abriel ça n'a pas vraiment été le cas, et on voit qu'aussi en termes d'entraîneurs beaucoup se sont succédés et ça a manqué de consistance dans le temps, et ça serait bien qu'il y ait enfin une politique sportive claire, nette et dans la durée pour vraiment cette équipe féminine qui mérite d'être au plus haut niveau européen, comme elles ont failli l'être il y a quelques années de ça, quoi. On rappelle qu'il en reste quand même des matchs, puisqu'elles sont qualifiées pour les demi-finales du championnat de France, demi-finale qui va se jouer entre le Paris Saint-Germain et le PFC au Parc des Princes à 21h. Je vous invite bien évidemment à aller les encourager. Ce sera le dimanche 11 mai pour cette rencontre. Voilà, on referme la parenthèse et on attaque les j'aime et les j'aime pas autour du match de Strasbourg. Je vous le rappelle, défaite de buts 1 pour le Paris Saint-Germain avec ce PSG qui avait fait un changement dans les grandes largeurs. Il y avait plein de joueurs qui n'avaient pas fait le voyage. On n'avait même pas les 20 joueurs. Tu regardais la feuille de match, il n'y avait que 19 joueurs sur la feuille de match. Le PSG a joué la carte jeune. Paris raté, comme je le disais, mais plutôt plombé finalement par ses vieux. Mais ça, on va y revenir, je pense, dans les j'aime ou les j'aime pas. Je vous en demande un seul. Ou un j'aime ou un j'aime pas. Vous faites comme vous voulez. Marc, c'est toi qui attaque. Alors moi, je vais être positif. Très bien, je prends. Au-delà du contenu du match qui n'était pas franchement très emballant, je trouvais qu'il y avait des enseignements pour Luis Enrique, pour la direction sportive en vue de la saison prochaine, très clairement. Sur la profondeur de banc, on sent quand même qu'il manque quelques éléments pour pallier du Nuno Mendes, pour pallier. Alors on a pour Nuno Mendes, même pour Hakimi, pour Marquinhos. Je pense que pour la saison prochaine, on a aussi, il y a des questionnements sur le fait de prêter certains jeunes ou pas. Seny Mayulu, il a besoin de 35 matchs dans la saison, et donc je pense d'aller faire une saison complète. Sur le replacement éventuel de certains joueurs, notamment Lucas Hernandez, je crois que
depuis son retour de blessure, on a tous constaté qu'à gauche, c'était plus compliqué pour lui. Donc peut-être un remplacement plus axial. Ça, c'est mon premier point dans mon j'aime, enfin dans les enseignements qu'on a pu apprendre. Je pense aussi que ce match a montré que la formule du turnover qui était pratiquée par Luis Enrique pour garder les joueurs sous pression, elle arrive à bout de souffle, en tout cas cette saison. Je vais expliquer pourquoi très simplement. En fait, on a vu qu'il y avait déjà une équipe B et une équipe A, en fait. Là, c'était les remplaçants. Et que ceux qui sont censés faire la maille, censés jouer le match de la concurrence, Warren Zaïre-Emery ou Gonzalo Ramos, j'enlève Bradley Barcola parce que je pense qu'il est encore dans ce match-là. Ne me craque pas l'un de mes débats, hein. Attention. Hein, on en reviendra. Hein. Ils sont un peu... il y a un petit coup d'arrêt chez eux et ils n'ont pas su impulser la dynamique de taulier dans ce match. Et mon troisième point, c'est que ce match, et qui rejoint les deux premiers, a montré la nécessité d'apporter du 109 à l'intersaison pour rejouer le jeu de la concurrence, pour maintenir un niveau de continuité de ce que le PSG fait dans ce genre de situation où tu as gagné le championnat, mais où tu as quand même besoin de maintenir tout un effectif sous. Déjà rien que mercredi, et je pense qu'on en parlera un peu après. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as ce qu'il faut sur le banc pour essayer de retourner une situation ou essayer de te qualifier ? Je sais pas, parce que je trouve qu'un Warren Zaïre-Emery est quand même assez décevant depuis un moment. Alors, bien sûr, il a des blessures qui font ça, mais pas que. Je trouve qu'il est quand même un peu décevant. Je trouve qu'un Gonzalo Ramos, qui était plutôt pas mal dans ce rôle de joker, aujourd'hui commence un peu à tirer la langue, et je trouve qu'il a perdu aussi ce côté un peu goût du sang dans la bouche, vraiment du buteur. Il rate quand même des occasions assez faciles. Là encore, contre Strasbourg, je trouve que ça a encore été le cas. Alors oui, effectivement, on peut mettre Bradley Barcola sur le côté, même si parfois il manque un peu, enfin contre Arsenal, on ne sait pas s'il est hors jeu ou pas, mais il manque un peu ce punch, ce côté où il faut marquer dans les moments importants, même si il a fait contre Strasbourg. Donc c'est un mélange des deux, quoi, de se dire c'est bien, il y a encore pas mal de choses à améliorer, c'est cool parce que vraiment il y a beaucoup de belles choses qui pourraient arriver, mais si on pense juste à la fin de cette saison, il manque quelque chose et c'est un peu dérangeant. Je reprends vos propos. D'abord, moi j'aimerais qu'on parle de ce pari de la jeunesse. On t'a parlé des jeunes. Moi, hier, sur ce match de Strasbourg, Julie, les jeunes, ça va. Ils sont là, ils font pas de bêtises. Tap, moi je l'avais vu s'écrouler face à Espali. Face à Strasbourg, que tout le monde annonce comme la grande équipe, il est là. Mbaye, il a croqué, mais il n'a pas été non plus décevant totalement. Enfin, il s'est passé des choses. Le truc, c'est cette jeunesse, elle a un peu de talent. Ben oui, et puis tu mets les jeunes, ils ont envie de se montrer, ils sont plus concentrés peut-être que les habituels titulaires ou remplaçants qui étaient là contre Strasbourg. Donc je pense que c'est dans ce souci de donner une bonne image, de bien faire, donc pas prendre trop de risques non plus. Après, quand tu es jeune et que tu rates, c'est plutôt logique, on va dire, donc on ne peut pas leur en vouloir. C'est vrai que moi, ce qui m'a un peu plus embêté, c'est... Je ne sais pas si tu te souviens, en début de saison, on était tout le temps là à se dire tiens, Luis Enrique va nous sortir plein de surprises du chapeau, tellement il y avait quasiment que des titulaires en puissance. Et au final, tu vois qu'en fin de saison, ce n'est pas tout à fait le cas. Moi, les manques de forme de Warren et de Gonzalo Ramos, je le mets peut-être aussi dans l'aspect psychologique, ou peut-être que tu te dis ces mecs-là ont compris au fil de la saison qu'ils étaient devenus, qu'ils étaient plus des remplaçants que des titulaires. Tu as peut-être un peu perdu Gonzalo Ramos, qui déjà débute la saison avec une blessure, malheureusement. Quand il revient, il est là, il a envie de se montrer, et puis finalement, il sent qu'il n'est pas le choix numéro 1 de Luis Enrique. Donc je pense que Gonzalo Ramos, peut-être qu'on l'a un petit peu perdu psychologiquement, tout comme Warren, où évidemment, il y a la blessure. Après, quoique Warren, moi, je l'ai trouvé bon contre Strasbourg. Moi, je trouve que tout le monde lui tombe dessus. Je l'ai pas trouvé. Dans les anciens, entre guillemets, dans la première période, je trouve que dans les anciens, entre guillemets, parce fait. qu'il est très jeune, je pense que c'est de ceux qui a fait la meilleure prestation. Donc moi, je pense que ce truc-là, c'est qu'on les a un petit peu perdus psychologiquement. Lee, je le mets totalement à part parce que j'arrive pas à comprendre ce monsieur. Mais voilà, je pense que psychologiquement, on a perdu ceux qui auraient pu être titulaires. Je te crame pas ton thème, je suis désolée. Je pense que le thème, vous l'avez compris. Voilà, on va l'oublier. Et puis, je vous poserai la question sur Barcola après. Ne vous inquiétez pas, je vais changer la formulation, il n'y a pas de problème. J'ai bien compris, mais on est en train de discuter de Gonzalo et de Warren. Moi, je pense qu'on les a perdus vraiment mentalement. Et du coup, évidemment, ça se ressent sur le terrain. Mais là, ce qui est dommage, c'est qu'ils avaient là l'occasion contre Strasbourg. Warren l'a
a fait, Gonzalo un peu moins, de montrer que y a match, tu vois, pour Arsenal. Je suis pas certaine que le message soit passé du côté du numéro 9. En tout cas, pour le numéro 9, effectivement, il y a de peu de chances qu'il ait gagné son ticket. Marc, dans ton propos sur cette jeunesse, j'aimerais revenir quand même quelques instants sur ce pari jeune, finalement. Ce que nous a fait Luis Enrique, de poser ces joueurs-là sur le terrain, c'est la première fois qu'une équipe en Europe, dans les 5 championnats européens, les 5 plus gros championnats européens, posait 4 2006 au coup d'envoi d'une rencontre, sur une feuille de match. Ça annonce aussi le chemin, c'est-à-dire qu'on n'est qu'au début du chemin de ce qu'il veut faire Luis Enrique, d'avoir cette jeune équipe à disposition et de faire travailler le centre de formation. Moi, je pense que c'est un élément de communication, parce que en fait, la situation, elle est qu'il veut faire souffler ses joueurs, et il fait quoi en fait? Il va piocher dans ce qu'il a à disposition, c'est-à-dire ces jeunes. Alors évidemment, il y a Seny Mayulu, Warren Zaïre-Emery qui font partie du groupe professionnel, qui sont des joueurs professionnels depuis un certain temps. Je suis pas sûr que Axel Tapp soit parisien la saison prochaine. Moi, je pense qu'il le sera pas. Ça s'est pas très très bien passé le premier rendez-vous, donc et il est très sollicité. Le Bayern, le Leverkusen, franchement, ils sont à fond dessus. Donc, moi, je pense que c'est on parle d'un projet, mais Axel Tapp, il sera pas là la saison prochaine. Enfin, aujourd'hui, il y a peu de chances qu'il soit là. Quel est l'intérêt de le mettre sur le terrain alors? L'intérêt, c'est que on met qui d'autre? Non, mais je pose une question un peu ouverte. En fait, on est d'accord. Qui tu mets d'autres, qui s'est entraîné avec le groupe pro, qui comprend les systèmes, qui comprend les schémas de jeu, l'animation, voilà ce qu'il faut faire. Tu peux aller piocher peut-être quelqu'un d'autre dans le centre de formation qui potentiellement aura un avenir, mais la réalité c'est qu'en fait il n'a pas le vécu qu'a Axel Tapp avec le groupe professionnel de Luis Enrique, donc la logique elle est là en fait. Et le petit Noah Camara? En fait il a fait un match, il y avait eu un match de, je sais plus, c'est groupe Espoir ou U19 il y a quelques semaines auquel Luis Enrique a assisté, et il était titulaire, il a été bon et il a tapé dans l'œil de Luis Enrique. Depuis, il le fait monter avec le groupe professionnel, et donc il l'a emmené avec lui pour ce match-là. C'est moi ou c'est l'un des seuls entraîneurs qui vraiment s'intéresse au U19? Non, mais c'est une vraie donnée, Marc. C'est vrai. Il y a dans le staff... Christophe Galtier n'y allait jamais, Mauricio Pochettino non plus. Ouais. Tourelle travaillait absolument pas avec Thiago Motta, et il ne se voyait jamais, il ne parlait même pas des jeunes entre eux. Donc j'ai l'impression que c'est le premier vraiment qui s'intéresse à la formation des petits. Et on ne pourra pas dire que c'est une question de géographie, à savoir que le fait d'être dans le campus, faut traverser une allée et puis on est en bas. Non, en fait, au camp des loges, il fallait traverser il y avait 500 mètres à faire à pied, donc c'était pas bien long. Il y a d'abord dans son staff une personne chargée de faire la liaison avec le staff des 19 et de l'équipe Espoir. Ça, c'est déjà, il y a un dialogue en fait qui est permanent, et ça, c'est une vraie nouveauté. Puis en fait, de temps en temps, il vient assister au match quand il est au campus. L'année dernière, dans les phases finales de play-off, je crois qu'il est quasiment venu à tous les matchs. Ah oui. Il est venu à tous les matchs avec des membres de son staff, avec Luis Campos, avec Olivier Gagne, le directeur adjoint du football. Donc tout le monde regardait un petit peu ça. Il était même là, je me souviens, dans l'entre-deux demi-finale de Champions League. Il n'était pas là cette semaine pour le match des espoirs face à l'académie JMJ Mali, mais oui, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ce qui se passe à l'étage en dessous, qui assiste, qui parle. Il y a un projet global, je sais plus le nom en tête d'ailleurs. One Team, je crois, c'est ça? Oui, One Team. C'est même au sein du club. Hein. Ouais, au sein du club, entre les différents étages de la formation et l'étage professionnel dans lequel il est très largement impliqué. On vient de t'écouter vraiment avec gourmandise de savoir ça. Jonathan, c'est rassurant. Ouais, c'est rassurant, mais enfin. Ouais, c'est ça. Et puis, mais avec tout le travail que tu fais sur la formation, mais sérieusement, c'est quand même. Moi, c'est pas ça. Je peux comprendre qu'un coach des A vienne pas voir tout le temps. Mais il faut reconnaître à Luis Campos que Luis Campos, il vient voir les jeunes très régulièrement. Et je pense aussi qu'il fait la passerelle. Et
J'aime beaucoup Leonardo, mais je l'ai pas C'était- beaucoup son vu truc, voilà, voilà. venir voir les matchs de Youth League. Angelo Castellati venait tout le temps, par contre. Pas assez clinquant peut-être la Youth League pour Leonardo. Oui, écoute, il faisait frais. Voilà, c'est C'était ça. du stade Jean Lefebvre. Mais je te rejoins pas trop, Marc, sur une chose, c'est que je pense que Seny Mayulu a lui une vraie chance de percer au PSG la saison prochaine, parce que je trouve que déjà, chacune de ses apparitions sont quand même hyper intéressantes. Je trouve qu'il a un profil assez atypique. C'est un joueur qui rentre dans les clous de ce que veut mettre en place Luis Enrique, c'est-à-dire il est très polyvalent. Et de base, c'est un ailier, et là, il est beaucoup aligné au milieu de terrain. Et je trouve vraiment qu'il a un rôle à jouer, quoi. Il a quoi, 17-18 ans maintenant, 18. c'est 18, c'est ça. Moi, honnêtement, dans la rotation pour la saison prochaine, parce qu'il va falloir commencer à se projeter un peu, en cinquième choix au milieu de terrain, moi, je trouverais pas ça scandaleux, quoi, de voir Seny Mayulu qui, je trouve que match en match, mois en mois, il s'améliore toujours et il est vraiment intéressant, quoi. Il a vraiment du ballon, hein, ce garçon. Là, on est parti sur les jeunes. Finalement, Mm. c'est eux qui nous ont fait parler. Je vais me retourner vers toi, Julie, sur ton j'aime ou ton j'aime pas. Alors, c'est un j'aime pas, mais un petit peu. C'est pas vraiment que j'aime pas, c'est que ça me fait de la peine. C'est que j'ai l'impression que Lucas Hernandez, malheureusement, on le retrouve. J'espère pas, mais j'ai du mal à croire qu'il revienne à son meilleur niveau. Il a 29 ans. Il a eu de blessures graves aux deux genoux. Là, il est revenu en plus en cours de saison. C'était au mois de janvier, si je dis pas de bêtises. Et de ce que j'ai vu, même si je crois les deux premiers matchs où ça allait plutôt, on s'est dit, bon, il va y avoir une progression. Mais en fait, je trouve que la progression, elle n'est pas là. Et malheureusement, il est en retard surtout. Il n'est pas dans le bon tempo. Il manque de rythme. Après, il n'a pas eu de prépa. Il revient de blessure. Donc peut-être que l'intersaison va tout changer avec une vraie préparation. Mais là, à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est un peu embêtant de voir que Lucas Hernandez a du mal à revenir. Parce qu'entre janvier et là, on a quand même 4 mois. Donc, tu vois, il y a peut-être un peu plus de temps pour se remettre. Surtout qu'il est plus souvent titulaire. Enfin, on ne le voit pas souvent. Mais voilà, ce manque de rythme, et moi, il coûte cher aussi. Donc, même si tu veux t'en débarrasser l'été prochain, Compliqué. ça va être compliqué. Donc voilà, alors est-ce qu'on va forcer et se dire que l'intersaison changera tout pour la saison prochaine, qui redeviendra une alternative plus que probable ou possible dans le 11 ou en tout cas dans les rotations? Mais là, à l'heure actuelle, c'est vrai que moi, Lucas Hernandez, ça me fait de la peine, mais j'ai du mal à me dire qu'il va revenir à son meilleur niveau. Ouais, plombé par ses vieux, c'est ce que je disais dans les titres. Il a fait 45 minutes, il s'est fait couper par Luis Enrique, il est sorti du stade, il n'avait pas de problème de dos comme on a voulu nous le faire entendre, hein. Il avait une tête de 10 pieds de long. Mes confrères de la presse écrite qui étaient déjà dans la zone mixte, en fait la zone mixte à Strasbourg, tu as un grand pexi et tu vois les joueurs passer parce qu'il y a des travaux. Donc en fait tu vois les joueurs passer et il semblerait qu'il aura bien même dit qu'il n'avait rien, hein. Il n'y avait pas de souci. C'est simplement, voilà, il faisait une tête vraiment. C'est inquiétant quand même d'avoir un joueur comme ça qui normalement devrait être cadre, Marc, et qui ne l'est pas ou plus. Après, moi, je pense qu'on l'a plombé parce que latéral gauche, c'est fini et que son seul avenir pour moi, c'est central gauche. Mais après, c'est un ressenti. Moi, avant d'enterrer des garçons comme ça qui ont traversé des choses difficiles, qui s'en sont remis et donc qui ont une force de caractère, j'attendrai un petit peu, même si je trouve que, évidemment, il y a des questionnements. Je me pose la question de savoir si finalement c'est pas plus judicieux central gaucher que latéral gauche. Je pense que déjà le mercato nous donnera des indications que va faire le Paris Saint-Germain sur le poste central droite gaucher. Je pense qu'il n'y aura pas trop de mouvement puisqu'il y a quand même 4 centrales gauchers au Paris Saint-Germain. Pacho, Lucas Hernandez, Beraldo, Kimpembe. Et donc, voilà, savoir s'il y a un remplacement ou pas. J'attends de voir aussi si Lucas Hernandez, quand il va reprendre avec une prépa à peu près normale, comment ça va se passer pour lui. Voilà, après 2 mois d'un début de saison, là, 2-3 mois, on pourra voir s'il a encore le jus nécessaire pour évoluer au très très haut niveau, qui est celui du Paris Saint-Germain. Bon, on met pas et on n'enterre pas. Mais il y a Lucas des Hernandez. questionnements, évidemment. Il y a bien forcément sûr. des questionnements. Évidemment, Évidemment. tu sentais que vraiment il était malheureux de ce Mais qui les s'était résilients, passé. je les enterre jamais, moi. Ouais. Après, alors je vous le dis, vous dites là, tout ça, il parle pas de Presnel Kimpembe. On va se le garder, Presnel. On fera ça dans une émission. On va avoir quelques semaines où on pourra parler. On sait Presnel et on lui souhaite bon courage encore avec son nouveau pépin physique qui va l'écarter pendant plusieurs semaines, a annoncé le club. C'est peut-être même une fin de saison
pour lui. Donc voilà, on souhaite le courage. On fera un point spécial Presnel Kimpembe dans une tribune. On parlera aussi de la concurrence avec le Paris FC très prochainement. Ne vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, bien évidemment, c'est Arsenal et Strasbourg qui nous intéressent. Strasbourg pour finir. Là, on a parlé du défi jeune, on a parlé des anciens. Et on va juste... J'ai une question à vous poser. Alors comme ça, le FC Ouin-Ouin, procuration et tout ça, oui, Paris, ils ont plombé le championnat, on a fait tourner, etc. Jonathan, est-ce qu'on fausse le championnat du côté du Paris Saint-Germain ? Oui. Ah bah oui, on le fausse, bien sûr. Parce que quand tu as une équipe qui bat un record européen de 29 matchs sans défaite à l'extérieur, bien sûr que tu fausses sa concurrence. Quand tu es à 30 victoires sur 32 matchs en championnat, bien sûr que tu fausses sa concurrence parce que c'est une saison exceptionnelle. Bon, maintenant, ce qu'on répète toujours, c'est que tu affrontes 2 fois les 17 autres équipes de Ligue 1. Habib Beye, exactement. Et donc, effectivement, dans cette situation, Paris gagne quasiment tout, en tout cas ne perd quasiment rien. Tu peux prendre, au pire tu perds 2 points, comme ce qu'a fait le valeureux FC Nantes, ou au pire tu perds 6 points, comme a fait le valeureux Olympique de Marseille. Il s'avère que donc derrière, tu as tous les points que tu peux récupérer. Sauf que j'ai fait mes petits calculs ce matin, quand j'ai vu le thème Bruno, et depuis l'arrivée de QSI, c'est le pire bilan en termes de moyenne de points pour un deuxième de Ligue 1 depuis donc l'arrivée de QSI. Alors, le pire, c'était en 2015, l'OL qui était à 1,71 points de moyenne par match. Là, Marseille est à 1,84 points de moyenne par match. Et évidemment, c'est la pire moyenne pour un dauphin dans les 5 grands championnats. Donc, Arsenal est à 1,91. J'ai vu que Bayer Leverkusen était à 2,10. L'Inter à 2,11 et du côté de l'Espagne, le Barça était à 2,20. Enfin, c'était monstrueux. Donc, avant effectivement de critiquer le Paris Saint-Germain, qui par ailleurs a fait quelque chose d'exceptionnel et qu'on n'a quasiment jamais vu en Ligue 1, c'est-à-dire faire 30 matchs sans défaite, ça serait bien de ne pas se cacher derrière ça et plutôt de se remettre en question, d'essayer de travailler. Parce que quand tu as un 1,84 de moyenne de points, quand tu es un dauphin, c'est quelque chose qui est anormal. Comme la saison du PSG qui est anormalement bonne, la saison des autres poursuivants est anormalement mauvaise. Donc, ça serait bien de se remettre au travail, d'essayer de se concentrer, par exemple, à aller travailler dans son propre centre d'entraînement pour essayer de gagner des matchs et pas aller dans un autre pays. C'est la saison des classes vertes. Voilà, exactement. Et donc, pas se cacher derrière le succès des uns pour justement excuser la médiocrité des autres. Julie, tu rejoins Jonathan ? Globalement, juste un tour rapide là-dessus. Globalement, oui, mais pour moi, le PSG ne fausse pas le championnat. Oui. Le PSG s'est donné le droit d'abandonner certains matchs pour préparer une échéance. Tu trouves qu'on l'a abandonné sur ce match à Strasbourg ? Parce que finalement, franchement, si Gonzalo Ramos il aimait, t'abandonnes pas le match. C'est un grand terme parce que moi, abandonner, non. On pouvait faire 2-2, voire 3-2. Je me corrige de remanier largement son équipe. Parce qu'en fait, avant Strasbourg, la question c'était est-ce qu'il y aura petite ou grosse rotation ? Finalement, il y a eu grosse rotation, mais qui ne l'aurait pas fait ? Tu regardes en Europe, l'Inter l'a fait. Le Barça l'a fait. Arsenal ne le fait pas, mais parce que visiblement, ils n'ont personne. Et ils se sont fait tamponner. Voilà. Mais tout le monde l'aurait fait. L'Olympique de Marseille l'aurait fait, l'Olympique lyonnais l'aurait fait, et tous les autres candidats à la Ligue des Champions. Je trouve ça hypocrite. Le PSG n'a rien faussé du tout. Il est champion depuis quelques journées. Il veut reposer ses cadres, notamment parce qu'on a loué le staff médical toute la saison en disant on arrive avec quasiment tous les joueurs qui sont dispo. Là, en plus, tu as des petites alertes avec Dembélé, on en parlera plus tard, mais je ne comprends pas que le PSG soit critiqué pour ça, parce que dans un tel cas, tout le monde aurait fait la même chose. En tout cas, le Paris Saint-Germain qui jouera en championnat. Alors là, par contre, il faudra bien se mouiller la nuque, bien mettre de l'eau. Je vous rappelle qu'on ne rentre pas comme ça dans l'eau sans se mouiller la nuque, parce que là, le Montpellier-Paris Saint-Germain à vivre samedi prochain sur l'antenne d'ici Paris-Île-de-France, il va valoir son pesant de cacahuètes. On vous expliquera, mais on n'est même pas sûr, nous, de notre côté, de pouvoir aller du côté de Montpellier, parce que c'est avec les grèves, tout ça, qui sont annoncées, il n'y a pas un train pour rentrer. Il n'y a pas un train sur les 2 jours suivants pour rentrer. Alors, j'ai proposé à mes directions de rester en bord de mer, bien évidemment, du côté de Carnon ou autre, mais je ne sais pas, je n'ai pas eu un gros succès pour rester du côté de Montpellier. Mais alors, ce match-là va valoir son pesant. Le seul régal, ce sera de retrouver Papus Zoumana Camara. Je termine, puisque vous me l'avez enlevé, donc mon petit débat sur est-ce qu'il y en a un qui a gagné des points. J'ai compris que Gonzalo Ramos n'avait pas gagné de points. J'ai compris que Warren Zaïre-Emery n'avait pas forcément gagné de points pour être titulaire contre Arsenal.
Donc, je vais me retourner sur Bradley Barcola. Bien sûr. Et je change la thématique. Est-ce que Bradley Barcola va brouiller, en tout cas bouger les cartes, et ça nous permet de glisser sur la Ligue des Champions qui arrive mercredi. Est-ce que Bradley Barcola a gagné des points? C'était donc samedi du côté de Strasbourg, et peut envisager d'être dans le 11 de départ du Paris Saint-Germain face à Arsenal, cher Très Marc belle Méchénois. pirouette. Bravo. Et Franchement, waouh. ce C'est un sont des métier, cascades, hein. ce sont des cascades Bien faites sûr. sans filet. Bien sûr. Très franchement, voilà. Ouais, quelle Ne, habileté. ne le faites Quelle pas. habileté. Voilà, si vous n'êtes pas prêt, chez vous. Non, moi je pense que le 11 de départ est figé. Tout le monde le sait, lui il le sait. Par contre, ce que j'ai apprécié dans son match de samedi, c'est qu'on le décrivait un peu comme avec un manque de caractère un peu ces derniers temps, un manque ce manque de Nonchalant. caractère devant le but. Et là, je trouve que son but, que ça soit sur la prise de balle, la prise de décision et la finition, en fait, il montre que dans ce 11-là, c'est le joueur qui est encore dans le match de la concurrence, c'est le joueur qui est au-dessus, le joueur qui a du caractère ou qui montre du caractère. Et je pense que c'est aussi ce que tu attends de voir dans ce type de match. Et jusqu'à la fin de la saison, je dirais que pour moi, c'est le seul qui peut instiguer le doute sur une composition d'équipe à Luis Enrique, alors que à tous les autres postes, ça me semble assez clair. Sur le match face à Birmingham il y a 3 semaines. Aston Villa. Aston Villa. Oui, Birmingham. Enfin voilà. Qui est Aston Villa. Voilà. Oui, ça va, Le hein. contraire, qui est à Birmingham, pardon. Qui est à Birmingham. J'ai un mangeur d'œufs au chocolat là qui connaît très très bien, et moi aussi je connais. Hein. Donc pour le match d'Aston Villa, match aller Désiré Doué, match retour Bradley Barcola. Ouais, mais c'était ce qu'on se disait la semaine dernière avec Yacine. C'était que en Angleterre, il y a des moments où tu vas être dominé par ton adversaire qui ne peut pas se contenter sur 90 minutes à domicile de te laisser gérer le match. Et donc, il allait forcément y avoir des espaces. Et dans ce jeu avec espace, je pense qu'on l'a vu samedi, Bradley Barcola, il amène quelque chose que peut-être Désiré Doué n'amène pas ou n'amène pas encore. Jonathan, tu le rentres dans le 11 ou est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un doute autour de lui? Marc, j'ai compris que non, mais toi, est-ce que tu en as un? Oui, puisque tout va dépendre d'Ousmane Dembélé en fait. Même s'il n'est pas à C'est vrai. 100%, moi je me rappelle Ousmane Dembélé, la dernière fois qu'il n'était pas à 100% après un match de Ligue des Champions, c'était avant le match contre Manchester City, où il a démarré sur le banc et ça s'était très bien passé sur 45 minutes avec son entrée. Je ne serais pas étonné que Luis Enrique fasse de même, c'est-à-dire démarrer avec une attaque Doué, Barcola et Vara, merci, et donc sur le banc faire laisser Ousmane Dembélé en arme de destruction massive pour le faire rentrer et mettre la folie sur 45, 40 ou 35 minutes. Donc, et je trouve que Barcola, malgré tout, avec son match contre Strasbourg et son très beau but, en tout cas n'a pas perdu de points, c'est sûr, pour essayer d'aller chercher une place de titulaire, sachant que le match de Doué aussi contre Arsenal n'était pas non plus, c'était pas son meilleur match, faut pas se mentir. Donc voilà. 12e homme ou 11e, et donc ça rentre sur le match d'Arsenal? Moi, je pense que ça peut rentrer dans le 11. Dans le sens où Barcola, ça faisait quand même 12 matchs, je crois qu'il n'avait pas marqué. Ça faisait quand même une éternité. Et là, son but est beau, il va vite, je le trouve inspiré. Moi, je trouve que pourquoi pas, parce que de toute façon, même avant ce match contre Strasbourg où il marquait pas, il y avait toujours ce petit doute, Barcola ou pas. Donc pour moi, il y a clairement une chance de le voir dans le 11. Doué n'a pas été très bon en plus dans le... Enfin, j'abuse, hein, mais à Arsenal, c'était pas non plus le Doué qu'on avait vu. Voilà. Ouais. Donc moi, qu'on voit l'un ou l'autre, ou même Guevara débuter sur le banc, je pense qu'il y a match. Je pense que tout n'est pas figé dans la tête de Luis Enrique. Et peut-être que Barcola, justement, en revenant un petit peu, on se disait un peu peut-être que ça tirait un peu la langue, même avant le match à Arsenal pour Ousmane Dembélé, où on se disait, bon, ce serait bien peut-être que les mecs de devant se remettent un peu. Là, Barcola a repris peut-être un peu confiance. Pour moi, il y a match et je ne serais pas surprise de le voir débuter contre Arsenal au Parc. Marc, pour terminer. Là, moi, où j'ai trouvé qu'il avait marqué des points samedi, c'est pas tant dans sa finition, dans le caractère qu'il monte, c'est sur sa discipline. Je trouvais qu'il avait très bien défendu son couloir gauche. Il y a des moments où on le voit redescendre, on le voit intervenir et gagner des duels. Et face à une équipe qui va t'imposer des moments de domination,
Je pense que c'est un critère qui peut entrer en ligne de compte. Voilà. Après, je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises. Mais j'aime bien le scénario de Jonathan où tu le fais jouer en fait parce que tu vas préserver Ousmane. Et si le match tourne bien comme ça, tu peux même laisser Ousmane sur le banc tranquille. Et pour ajouter ce que dit Marc, c'est qu'en plus, il a des qualités où souvent, et on l'a vu par exemple contre Aston Villa, contre Stuttgart ou contre Liverpool, en fait, les buts viennent d'un départ de Barcola qui part de son propre camp et qui prend à la profondeur. Et justement, comme on va avoir, je pense, on en parlera après le match contre Arsenal, je pense, des temps faibles, et c'est normal parce qu'Arsenal a un but à rattraper, avoir un joueur qui part comme ça dans la profondeur, qui arrive à créer autant de différence en partant de son propre camp et en partant dans le dos de la défense, et il est capable de le faire sur le côté gauche comme sur le côté droit. Je pense que c'est une vraie arme aussi sur laquelle Luis Enrique pourra s'appuyer mercredi au Parc des Princes. En tout cas, le Paris Saint-Germain face à Arsenal, émission spéciale, c'est même pas une émission, ça commence à partir de 18h sur ici Paris-Île-de-France. De 18h à minuit, on se fait une soirée PSG-Arsenal. Voilà. On n'est pas invité ? Tu peux venir. Alors là, je vais te dire, Pia Clément, je sais qu'elle va écouter, on fait l'invitation. Pia, tu viens de l'entendre, voilà. Donc Julie vient. Non mais franchement, tu viens, écran géant, tout dans le studio, et tu viens passer la soirée. Mais j'ai vu les petites vidéos là sur Twitter, c'est sympa. Viens. Tout le monde stresse avec l'écharpe, le maillot. Viens. Et écoute, voilà. Bon il y a déjà un carton d'invitation qui est pris. En tout cas, ce sera à vivre bien évidemment sur notre antenne ici Paris-Île-de-France avec la team PSG, Pia Clément, Eric Rabessandratana, Romain Védouc et moi-même pour vous faire vivre cette rencontre. Les amis, on fait une pause et on va recevoir même un invité pour les 30 dernières minutes. À tout de suite. Ici Matin, le réveil dans la bonne humeur. Bonjour. Grégoire Godefroy. Cette semaine, on vous chouchoute, vous et votre voiture. 1 an d'entretien automobile d'une valeur de 500 € à gagner chez Bosch Car Service. C'est dans Ici Matin. Ici Matin, 6h-9h sur votre radio locale, ici Paris-Île-de-France. 100% PSG, la tribune. Lors de Jonathan Ben Sadoun est avec nous, il y a Marc Méchénois, il y a Julie Galap et désormais Julien Froment du service des sports de Radio France vient de passer une tête, il était en train de regarder derrière la vitre l'émission, et je lui dis passe, viens dire bonjour. C'était bien jusque là, ça va, j'essaie de rester au niveau. Ouais, fais gaffe parce que si le niveau baisse, on va se poser les questions. Voilà. J'ai bien compris. Bienvenue mon jus. Pour la deuxième partie de cette émission, on va parler bien évidemment de cette équipe d'Arsenal. C'est fini pour Strasbourg. On oublie, on va se faire cette petite demi-heure autour du match d'Arsenal. On a commencé à avancer sur le terrain. Ousmane Dembélé, je vous le rappelle, je continue à vous le dire, parce qu'on se cache rien, bien évidemment, c'est un podcast, il n'est pas en live, donc il y a une heure d'enregistrement. Il est 11h et quelques minutes. Là, l'entraînement du Paris Saint-Germain va commencer, et normalement, si notre pote Loïc Tanzi a la bonne info, eh bien la Tanz nous a annoncé que Ousmane Dembélé allait reprendre l'entraînement aujourd'hui sur cette séance, et j'ai déjà un insider qui est en train de faire en train de secouer la tête, Marc Méchénois. Normalement, ouais, c'est ça. Normalement, il est de la partie. Il sent bien, mais ça veut pas forcément dire qu'il sera. Alors attends, il se sent bien. Moi je veux. Alors attends. Non, mais il sent bien, mais voilà, ils vont jauger avec les 2 entraînements qu'il va y avoir, notamment la séance d'aujourd'hui qui sera certainement un peu plus intense que celle de demain. Et puis ils prendront une décision en dernière minute le jour du match. En fait, c'est toujours comme ça que ça se passe quand il y a toujours un petit doute. C'était quoi? C'était une toute petite, c'était une petite tension musculaire, mais c'était pas énorme. J'ai pas de détails. Après, je sais pas s'il joue pas un bluff. Et après, c'est aussi possible que pour ce match-là, tu le fasses jouer, et puis derrière, en fait, tu le mets dans le formol jusqu'à la fin de la saison, tu vois. Mais faut pas que tu le pètes plus, parce qu'il reste quand même une finale de Coupe de France. Potentiellement, il y a une finale de Ligue des Champions. Et puis derrière, t'as un mondial des clubs à aller jouer. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait une lésion, mais si tu l'aggraves, ce serait un peu con quand même. Prendre soin, Julien, du joyau Dembélé. Faire attention au matériel. Qui l'eût cru? Désormais... Si en début de saison, on nous avait dit qu'il fallait bichonner Ousmane Dembélé. C'est du matériel de précision, faut faire attention. C'est une zone quand même connue chez Ousmane, et lui, il en parle aussi. Et quand on l'a fait en interview, que, tu vois, il s'est arrêté de lui-même. En fait, il connaît tellement bien son corps. Il connaît très bien son corps. Et cette cette partie-là, il a senti que c'était un peu... Les ischios, c'est un truc sur lequel il bosse.
sur lequel il fait de la prévention pour pas qu'il ait de pépins physiques. Et donc, il travaille avec le staff médical et en dehors du campus, on va dire ça comme ça, pour justement n'avoir aucun pépin sur cette zone sur laquelle il a eu des fragilités par le passé. Julien. Non, on fait le tour de quasiment pas de fragilité justement cette saison. Enfin, il a quasiment pas eu de blessure. Quand il était absent, c'était des choix de Luis Enrique dont on a pas mal débattu. Non, donc voilà, je pense que Dembélé, il se connaît très bien. Il sait que Arsenal fallait s'arrêter à ce moment-là pour pas que ça empire. Je pense que la gestion du staff médical, elle est quand même globalement très bonne. Lui a une bonne gestion personnelle aussi de sa condition physique et de sa façon de bosser. Donc voilà, moi j'ai juste une image, c'est Manchester City au Parc des Princes, où quand Dembélé était sur le banc, il rentre à la mi-temps et tu sais, t'as Bernardo Silva qui met la tête comme ça, qui le voit rentrer, et après c'est la panique, tu vois. Ça se trouve, ça peut être ça aussi face à Arsenal, tu vois. Le PSG a suffisamment d'armes, en tout cas offensives, pour débuter sans lui. Et avoir le luxe d'avoir Ousmane Dembélé qui peut rentrer en seconde période à tout moment pour aller mettre la pagaille ou même pour aller éteindre définitivement Arsenal, franchement, c'est royal pour le PSG. Est-ce qu'il y a une crainte, Julie? Est-ce que tu l'as ou est-ce que les copains t'ont rassuré en entendant que pour Ousmane, ça devrait le faire? Alors moi, je suis jamais rassurée, il faut que tu le saches, Bruno. Je commence à le comprendre. Parce qu'on sait que les blessures musculaires, quand ça traîne un peu, si tu l'aggraves, ça peut être embêtant. C'est embêtant parce qu'évidemment, on a vu ce qu'Ousmane Dembélé était capable de faire en 2025. C'est incroyable. Je pense que, tu vois, il parlait de Bernardo Silva dans le couloir. Peut-être que Ousmane Dembélé, pour la première fois de sa carrière, il inspire peut-être un peu de crainte auprès des adversaires. Après, je pense que tu as suffisamment d'armes aussi dans le scénario où tu le laisses sur le banc pour débuter et ensuite le faire rentrer en fin de match, comme tu te souviens forcément du match à Barcelone où Messi est sur le banc et dès qu'il rentre, ça y est, c'est la panique. Tout le monde est en panique. Alors, ce sera peut-être un degré moindre. Non, mais c'est génial. Non, mais c'est génial. Non, mais c'est génial. Ça te fait voir le statut qu'il a pris. C'est quand même génial. Tiens, on compare, mais tu sais quoi? J'y étais, bien évidemment, à ce match. Tu mènes 1-0. Tu te dis que le projet PSG est en train d'être lancé parfaitement. Pastore a marqué. Et là, tu vois je le déteste, mais je le vois, tu le vois rentrer, le nain, et qu'est-ce qui se passe? Tu sens même sur le terrain, les mecs qui étaient vraiment, mais au millimètre, préparés, tout était ok, le plan était parfait, et là, tu les sens trembler dans tous les sens, et le château de cartes, et tu fais 1-1, tu perds, tu fais éliminer. Pardon. Et donc, tu m'as fait non, mais t'inquiète pas, y a pas de le traumatisme. Non, donc un degré moindre évidemment, mais oui, le fait de se dire que peut-être Ousmane Dembélé, ça se trouve, il jouera pas du tout. Peut-être que le match va bien se passer et tu n'auras même pas besoin de compter sur lui. Mais ce qui est drôle, c'est que quand il est écarté du groupe en phase régulière là, pour aller justement à Londres affronter Arsenal, moi je m'étais dit ok, mais à cette époque-là, Ousmane Dembélé, c'était pas le Dembélé d'aujourd'hui. Donc à l'époque, je m'étais dit si Luis Enrique fait ça, c'est qu'il a des raisons. Donc allons-y. Bon, ça s'était mal passé. Là, c'est différent. Tu vois, tu te dis s'il manque Ousmane Dembélé quand même, qui est ton leader d'attaque, c'est embêtant quand même. Il y a Marc qui veut réagir. Après, je viens de voir, Jonathan, bien évidemment, sur le dossier Dembélé, que tu lui avais ouvert parfaitement tout à l'heure en expliquant que ça pouvait être ta carte maîtresse finalement en joker. Puisque, on y reviendra, mais Luis Enrique avait bien dit... Quand la semaine dernière, il a dit attendez, il n'y a pas de problème, j'ai d'autres options s'il faut. Marc. Moi, je trouve que la comparaison avec Messi, je sais plus, c'était quoi, 2013, 14, je sais plus. 2013. Elle est très bonne parce qu'il y avait eu quand même une sorte de mystère autour de Lionel Messi, titulaire, pas titulaire, présent, pas présent. Et là, en fait, on est un peu dans un scénario pareil voilà, quelle est la bonne information? Est-ce qu'il démarrera sur le banc? Est-ce qu'il démarrera sur le terrain? Est-ce qu'il va être là? A priori, oui, il sera là. Mais du coup, pour l'adversaire, pour préparer ce match, c'est plus le même. C'est difficile parce qu'on ne sait pas le scénario. Et du coup, quand il rentre en jeu ou quand il est sur le terrain, tu n'as pas forcément bien appréhendé la chose. Et maintenir ce mystère jusqu'au bout, je pense que c'est très important pour Paris, pour que Arsenal ne soit pas préparé au bon scénario, que ça soit dès le départ ou en cours de match. Et moins bien ils sont préparés, plus ça mettra la pagaille mercredi. Mettre la pagaille dans la tête d'Arsenal et de Mikel Arteta, c'est parfait. Et finalement, effectivement,
Ce Dembélé, en sortie de banc ou en tant que titulaire, de toute façon, on en a besoin. Ah oui. Non mais là-dessus, sur le côté, ne pas l'avoir sur ce match-là, serait une vraie contrainte. Bah oui, quand même, parce que alors Luis Enrique, et j'aime bien cette manière de faire qu'il a à chaque conférence de presse, de toujours minimiser presque les individualités et toujours dire c'est pas grave, de toute façon on a un banc, c'est le collectif qui va passer, donc presque c'est aussi pour rassurer les supporters, mais c'est presque aussi pour rassurer ses joueurs, de dire même si t'as pas Ousmane Dembélé, c'est pas grave, de toute façon on n'a pas besoin de lui presque pour gagner, sans manquer de respect aux joueurs. Et je trouve que ça, il a toujours su parfaitement le manier depuis le début de la saison. Maintenant, Dembélé, j'ai envie de te dire que ce soit dans son efficacité devant le but, on l'a vu être très bon en Ligue des Champions, en championnat, en Ligue des Champions aussi. Il a été contre Brest, il a été contre Stuttgart, il a été contre Manchester City, il a été contre Liverpool, il a été contre Arsenal, mais aussi dans la construction du jeu, parce que les 2 buts, et il y a eu plein de palettes qui sont sorties, les 2 buts contre et Liverpool à Anfield et contre Arsenal Emirates, c'est lui, par son positionnement, le fait de redescendre et après de remonter avec la balle, c'est lui qui amène ces buts-là. Il est aussi passeur décisif contre Aston Villa. Bien sûr que Ousmane Dembélé est central dans cette équipe du Paris Saint-Germain et qu'il faut bien évidemment l'avoir, que ce soit en tant que titulaire ou sur le banc pour ce match. Julie. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le discours de Luis Enrique. Je suis persuadée qu'il est foncièrement convaincu que même sans Ousmane Dembélé, il aura une équipe très, très performante. C'est ce qu'il disait quand Mbappé est parti. On aura une équipe qui sera meilleure la saison prochaine. Et justement, le fait de pas trop mettre d'attention sur les individualités, moi je pense qu'il le croit vraiment et c'est même pas pour faire passer un message aux autres, oui vous inquiétez pas, je pense qu'il le croit. Je pense que dans sa tête il se dit voilà, si je pars avec Doué, Barcola et Guevara et que Dembélé est sur le banc, ce sera tout aussi bien que Ousmane sur le terrain, et je pense que c'est en ça que Luis Enrique a fait un super travail, que ce soit pour les supporters ou les joueurs, c'est qu'il est rentré dans la tête de tout le monde en distillant cette idée selon laquelle même si tu n'as pas ton leader d'attaque, l'équipe sera très performante, et il en est convaincu. Oui, et puis en première partie de saison, à la rigueur, ça aurait peut-être pu tenir ce discours-là. Là, cet hiver, tu as quand même récupéré Kvaratskhelia qui fait quand même des prestations plus que solides, qui est un espèce de chien de la casse sur le terrain qui fait énormément de bien au collectif. Donc voilà, c'est vrai que, comme tu dis, Julie, finalement, l'absence d'Ousmane, alors oui, ça peut être préjudiciable, mais Paris, il y a quand même des armes suffisantes entre guillemets pour combler une éventuelle absence. Non, mais disons, comme j'ai dit tout à l'heure, il est quand même décisif. Donc non mais bien évidemment. Bien sûr. C'est pour ça aussi. C'est pour ça qu'il est central à ce point-là. Il marque, il fait des passes, il a été décisif. Disons qu'à cette période de l'année, tu peux te dire que tu peux quand même réussir à passer sans lui. Sûr. S'il avait cette forme-là, je sais pas moi, en première partie de saison, peut-être là tu aurais vu ça de manière différente, quoi. Il y a aussi un autre élément qui me fait me dire qu'il peut s'en passer, c'est que quand il est sorti, Paris est resté dangereux et s'est procuré les 2 meilleures occasions de la rencontre par Bradley Barcola qui venait d'entrer, et par Gonzalo Ramos. Donc sans lui, ils peuvent être aussi dangereux. Et je pense que Paris va aussi dominer la plupart du temps. Paris va dominer le match, avoir la possession. Donc dans les petits espaces, il est important. Mais comme tu dis, il y a Guevara, il y a un Désiré Doué aussi qui est pas le Désiré Doué de la première partie de saison, donc et qui est surtout pas celui qui avait Arsenal pour le premier match des débuts de saison. Donc moi, s'il y a pas de risque à prendre, je pense qu'il y a pas de risque à prendre en fait. Voilà. On va glisser justement, vous m'avez tendu la perche, ça s'appelle une équipe, c'est un collectif bien évidemment, 100% PSG la tribune, et on va évoquer désormais cette rencontre. On l'a évoqué depuis le départ de cette émission, mais on va rentrer là-dedans. Alors sur les absents, on a compris. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? J'avais envie de faire un parallèle, si je peux me permettre de faire un autre parallèle, parce que Messi, Ousmane Dembélé, je vais faire un parallèle avec Dimitri Payet. Non. Oula. Si. Ça, c'est... Je ne sais pas si vous vous souvenez de la finale, la finale de la Coupe de l'UEFA, de la Ligue Europa à Lyon. C'était en 2018. Il fait une saison de fou, mais il est un peu blessé. Il veut la jouer à tout prix. Il se pète au bout de 20 minutes. Derrière, Coupe du Monde terminée. Ouais. La Coupe du Monde, c'est sous le nez, et la France, c'est championne du monde. Lui, il la voit pas, alors qu'il devait y être normalement. Et si je prendrais pas de risque s'il n'y a pas à en prendre pour Ousmane Dembélé. Surtout qu'il n'y avait pas à Marseille le banc qu'il y a au PSG
Voilà. C'était pareil aussi pour Diego Costa en finale de la Ligue des Champions avec l'Atlético contre le Real. Pareil, même s'il y avait un bluff, il jouera pas. Et je crois qu'il est sorti au bout de 20 minutes de jeu. Ouais, 10 minutes, je crois. Ouais, c'était très rapide, quoi. Donc vraiment, moi je te rejoins, il faut prendre zéro risque. Et si potentiellement il y a une finale derrière en plus, parce que zéro risque. tu as 3 semaines pour arriver jusqu'à la finale. Là, tu vas. Et puis tu as un but d'avance. Faut pas oublier ça. T'as pas un but à rattraper, t'as un but d'avance quand même. Et ben justement, est-ce qu'il y a danger désormais sur cette rencontre face à Arsenal? Le PSG se présente avec un but d'avance, avec ce petit bruit de Dembélé. On verra s'il sera titulaire, pas titulaire, s'il sera sur la feuille de match. Du côté des Anglais, la question c'est Timber qui avait été plutôt bon, qui avait pris le bouillon au tout début de la rencontre et qui derrière avait fait une super partie. Normalement, il devrait être absent sur cette rencontre. Son remplaçant, c'est Ben White, mais qui lui revient. Oui, mais Ben White qui revient de blessure, qui est pas complètement à fond. Et il y a aussi un petit doute après le match face à Bournemouth, perdu 2-1 par Arsenal. Eux, ils se sont pointés avec leur équipe titulaire et ils ont mené 1-0, ils ont perdu 2-1 sur 2 coups de pied arrêtés. Je le dis comme ça. Alors, c'est un peu tard peut-être pour les travailler, les coups de pied arrêtés du côté du Paris Saint-Germain, mais les coups de pied arrêtés offensifs, si ça intéresse quelqu'un, sachez que Bournemouth a mis ses 2 buts sur coups de pied arrêtés. Voilà, c'est une petite idée comme ça pour Luis Enrique et ses équipes. Odegaard est lui aussi incertain pour cette rencontre. Bon, si c'est le fantôme qu'on a vu au match aller, je pense que les supporters d'Arsenal seront pas mécontents de ne pas le voir titulaire. Voilà, ça c'est dit. Est-ce qu'il y a danger désormais pour le Paris Saint-Germain sur cette rencontre? Julien, avec toi pour commencer. Je sais pas. Ouf, malgré le 1-0, tu te dis, bon, bah voilà, comme le PSG a toutes les cartes en main et a son destin entre ses crampons, parce que voilà, tu as gagné à l'aller là-bas, tu l'avais jamais fait dans ton histoire, tu gagnes ton tout premier match de Ligue des Champions en demi-finale aussi sur des allers-retours, donc tu te dis que là, voilà, la voie est royale, les planètes sont alignées, mais on a tellement vu de retournements de situation, y compris du côté du PSG. T'as comme Thomas Partey qui revient dans l'entrejeu d'Arsenal. Alors c'est vrai qu'Arsenal ils ont voulu garder le rythme en mettant le 11 titulaire, ça leur a joué des tours, que Odegaard et que l'ombre de lui-même, mais ça reste une demi-retour. Arsenal, un peu comme le PSG, joue toute sa saison sur ce match-là, donc je pense qu'il faut rester quand même extrêmement prudent. Après, je me dis que à l'aller, Paris a fait preuve d'une telle maturité dans la gestion de son match. J'ai du mal quand même à les imaginer se foirer là, tu vois, sur ce retour, quoi. Et en plus, je pense que le Parc des Princes va être bien plus bruyant et incandescent que ce qu'on a vu à l'Emirates où ça a duré 2 minutes et après Ousmane il a mis le couvercle sur le stade et on en a plus entendu parler. Je pense que voilà, il y a quand même beaucoup de faisceaux qui font que le PSG doit le faire, quoi. La librairie a fermé très vite du côté d'Arsenal, ça a été calé très proprement. Ouais. Jonathan, tu dodeliné de la tête, tu étais d'accord avec les propos de Julien? Bien sûr, on peut être que d'accord. Maintenant, ça reste une demi-finale Ligue des Champions, ça reste Arsenal, ça reste une très grosse équipe quand même de Première Ligue qu'il faut absolument pas sous-estimer. On l'a vu sur le match aller. On pourrait se planter. Je me pose la question. Mais sur le PSG, Manchester United était venu gagner 3-1 au Parc avec une équipe, je sais même pas si on peut dire terre. Non, mais même ils se sont fait éliminer la saison dernière par le Borussia Dortmund en perdant les 2 matchs à l'aller et au retour et au Parc des Princes. Donc bien sûr, je répète, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. On peut difficilement faire plus fort en termes d'élite du football. Donc voilà, donc maintenant, bien sûr que Paris a une équipe qui est extrêmement enthousiasmante, que le parcours, parce que ça, il faudra aussi un moment parler, le parcours du PSG est exceptionnel dans cette Ligue des Champions, dans cette nouvelle formule en plus de la Ligue des Champions, et que, bah oui, t'as envie d'y croire, t'as envie de te dire, bah c'est peut-être la bonne année au moins pour atteindre la finale. Mais tu as un match, tu as un adversaire, tu as un entraîneur comme Mikel Arteta, qui est un excellent entraîneur. Tu as des super joueurs en face, tu as une superbe équipe et tu as aussi le retour d'un mec comme Thomas Partey qui a fait du bien au milieu d'Arsenal. Donc voilà, il faut vraiment, je pense qu'il faut être prudent et juste se dire, c'était l'état d'esprit, de toute façon, pour ceux qui étaient à Londres, l'état d'esprit de tout le monde, c'était tout d'abord de dire, en tout cas pour beaucoup de supporters d'Arsenal à qui j'ai pu parler, ils ont rarement vu une équipe aussi forte à l'Emirates, et de 2, on n'est qu'à la mi-temps. On peut largement le faire, on peut retourner la situation. C'était vraiment ça les 2 sons de cloche. Donc, moi, je serais pareil. Je veux dire, on est à la mi-temps.
faut pas s'emballer, il faut juste faire son match, et si tu fais ton match, ça pourra le faire pour aller en finale. Il y a une petite musique là sur les réseaux sociaux. Alors il y en a certains qui s'énervent en disant c'est pas possible, arrêtez vos bêtises. Il y en a déjà qui se voient en se disant être allé faire 1-0 à l'Emirates Stadium, c'est complètement suffisant et ça va suffire à ce PSG, Marc, pour tenir. T'es de ces gens-là? Non, moi, je n'ai pas la mémoire courte. Et l'histoire de ce club impose l'humilité. Voilà, tout simple. Je crois que je sais pas plus à dire que ça. Voilà. Par contre, j'aime bien quand t'enchaînes. Voilà. J'aime quand tu enchaînes. Vas-y, Non, mais là, je sais pas, raison. je me suis dit, là, voilà, l'histoire Il de s'est ce dit, club voilà, impose là, c'est l'humilité. la Non, mais punchline. dans ma tête, j'ai revu l'image du scotch dans le vestiaire qui avait été posé par Cavani dans le vestiaire du camp des loges après la défaite contre le Barça. Je veux dire, t'as gagné 4-0 à l'aller. 4-0, c'était une histoire, quoi. Tu gagnes 4-0, puis pour la première fois, un club qui a gagné 4-0 à l'aller se fait renverser. Puis 2 ans plus tard, rebelote, Manchester United. Donc quand tu as vécu ça, ouais, t'y vas. Je suis confiant. En vrai, cette équipe, elle donne confiance. Elle donne envie d'être supportée, d'avoir confiance en elle, parce qu'on sent qu'il n'y a rien qui est fait au hasard. Mais le football, parfois, il n'y a pas le rationnel, c'est pas toujours présent, quoi. Et là, maintenant, je me retourne vers celle qui te dit depuis le départ, qui nous dit depuis le départ, je suis pas la plus optimiste. Alors, tu fais bien d'introduire comme ça parce que j'allais te dire, je ne suis jamais confiante. Voilà, tu vois. et le fait que le PSG ait gagné 15-0 à l'Emirates, moi, ça me rassure. Au moins, tu pars pas avec 3 buts d'avance. Tu arrives un peu la fleur au fusil en te disant, voilà, on a fait le plus gros, on va jouer tranquille, on en prend un, au bout de 2 minutes, c'est terminé, là tu commences à paniquer, 1-0, tout le monde est concentré, tout le monde est concerné, mais en revanche, moi je suis pas confiante dans le sens où Arsenal, là tu te rends compte que même en Première Ligue, commence à voir revenir City qui fait une saison cataclysmique, donc même peut-être la 2e place en Première Ligue peut sauter, tu te dis là c'est leur peut-être seule chance de sauver cette saison. Et puis, tu as aussi, tu vois, tu en parlais en introduction du FC Ouin-Ouin. Ça y est, Mikel Arteta, là, il est à fond dedans. Ils sont là aussi à jouer sur un tel sera pas là, un tel est très incertain. Donc, tu vois, il y a aussi ce climat où tu te dis, ils viennent un peu peut-être en victime et en fait, sur le terrain, ce sera totalement différent. Et puis, il y a autre chose qui fait que je ne suis pas totalement confiante, c'est que malheureusement, le PSG, quand il est dans un temps faible, il aime bien prendre des buts. Donc ça s'est pas passé à Londres, mais très souvent tu te dis au moindre temps faible, tu vois, t'es un peu fragile, t'en prends une erreur, tu vois, la petite erreur qui va te coûter ce but. Donc moi je suis pas confiante, enfin je suis allez, on va dire, je reste sur mes gardes. Je le sens bien, mais je suis pas, tu vois, hyper. Je serais pas la fleur au fusil sur mon canapé. Tu fais sourire. Non, je te rappelle que tu ne seras pas sur ton canapé, tu seras dans ah oui, c'est vrai. C'est vrai que tu m'as invité. Oui, Marc. Et après, je viens de voir Julien. Moi, je trouve qu'il y a un truc qu'il faut quand même souligner à Arsenal, c'est qu'il y a une profondeur de banc. Parce que vu le nombre de blessés qu'ils ont ou d'absents qu'ils ont, si tu n'as pas Odegaard, tu vas pouvoir mettre Merino. Il y a Thomas Partey qui revient. Mais tu n'as plus Gabriel, défenseur central gauche. Bon, à droite, si tu n'as pas Jurien Timber, tu vas te battre entre Ben White et Zinchenko, qui était à Arsenal et à Manchester City et qui a un peu de vécu en Ligue des Champions. Donc c'est pas mal. Devant, tu as Gabriel Jesus qui est pas là depuis 2-3 saisons. C'est pas grave. Il y a Kai Havertz. Kai Havertz, il n'est pas là non plus. Tu mets Trossard, Martinelli, Bukayo Saka. Je trouve que leur équipe, elle a un peu de gueule et que s'ils avaient leur effectif au complet, comme c'est le cas du Paris Saint-Germain, ça serait clairement une autre demi-finale. Non, mais ça, après, c'est un peu comme l'UBB face au Stade Toulousain. Oui, bien sûr. Non, mais si tu peux exploser le Stade Toulousain malgré l'absence de Ramos et tout. Je suis d'accord. Et le Paris Saint-Germain, ce discours un peu ouin-ouin que je reprends pas. Mais on l'a connu aussi ici. Ce club l'a utilisé aussi. Je rappelle quand même qu'au mois de février, il manquait quand même le joueur principal du PSG pendant 5 ans. Donc, 4 ans. Et quand tu l'as eu, ça fait des merveilles. Mais oui, on a eu ce discours-là. Juste, Julien, on se rappelle, le Paris Saint-Germain l'an dernier perd contre Dortmund. Et là, on sort les grosses caisses, ils peuvent le faire, le match retour, c'est faisable, etc. Et finalement, on s'est planté. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un impact psychologique ? C'est-à-dire que, est-ce que le PSG, grâce à sa victoire à Arsenal, n'est pas rentré dans le cerveau de cette équipe d'Arsenal pour leur dire, vous pouvez faire ce que vous voulez,
on va quand même vous refaire la même chose parce que finalement c'est ce qui s'est passé à Dortmund. C'est Paris perd le premier match et le verre était dans le Après, il fruit. faut voir dans quelles conditions. À Dortmund, il faut se rappeler qu'il y a eu, je sais plus, 8 ou 10 poteaux qui ont été touchés aller-retour. Qu'au final, au final ce match, tu le joues 9 fois, tu le gagnes. Enfin, tu le joues 10 fois, tu le gagnes 9 fois, quoi. Là, c'est vrai que tu n'arrives pas. C'est bizarre, j'ai pas cette lecture. Ah, tu trouves pas? T'as quand même les poteaux. J'étais là-bas à l'aller et au retour et j'avais l'impression quand même que malgré les poteaux, c'était quand même beaucoup d'occasions et d'opportunités qui étaient forcées. Il y avait rien de fluide en fait. On n'était pas sur des énormes ratés. On n'était pas sur des énormes ratés devant le but comme ça a pu être le cas, tu vois, contre Nice il y a 10 jours, quoi, tu vois. Ouais, mais pardon. Voilà, bon, moi je trouvais qu'il y avait la place en tout cas pour passer. Et qu'au final, tu passes pas, voilà. Là, c'est vrai que tu arrives dans un conditionnement, on va dire, mental qui est différent. Tu es allé gagner là-bas, tu l'avais jamais fait. C'était d'ailleurs l'équipe européenne sur laquelle tu trébuchais le plus. C'était 5 matchs sans victoire, 3 défaites de nul, je crois. Donc là, tu le fais. Et puis, même si tu as une incertitude Dembélé, tu as ton effectif qui est au grand complet. Je trouve qu'il y a de la sérénité au final, tu vois. Enfin, quand tu Très bien de ne pas oublier Kanguilny quand même. Par la vente de maillots, c'est très important. Quand tu vois le discours qui est diffusé, que ce soit par les joueurs, par le staff, par la direction, ils sont sereins. À une certaine époque, même déjà l'an passé, tu claquais un peu plus des fesses à l'approche d'une demi-finale retour en te disant il faut le faire parce que c'est notre plafond de verre, on veut absolument cette finale de Ligue des Champions. Et je trouve que là, il y a quand même une sérénité globale. Après, le parc, je sais pas, c'est un peu à double tranchant en fait. On a tellement connu ce Parc des Princes. Je me souviens, ensemble on va le faire, le PSG Real, où tu avais un parc, franchement, ambiance exceptionnelle et tout. Le parc, c'est se mettre à ce niveau-là, mais des fois, ça joue des tours à l'équipe. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, j'espère que l'équipe sera dans le sillage de l'ambiance du Parc des Princes et que ça va, au contraire, les booster, les aider à se surpasser et aller pour se qualifier pour la finale. Puis il y a deux choses. La première, c'est que Paris a quand même l'expérience par rapport à Arsenal, parce qu'Arsenal, ça faisait 2006, 2009, je crois qu'ils y étaient avant en demi-finale. Je crois que ça fait 16 ans qu'ils n'avaient pu être en demi-finale. Paris, ça fait quand même ces 4 demi-finales sur les 6 dernières saisons. Donc il y a aussi quand même cette force de l'habitude. Et puis, je pense surtout, et tu disais tout à l'heure, Jules, je suis d'accord avec toi, cette victoire 1-0, c'est pas plus mal parce que je pense que cette équipe, et je l'avais dit ça déjà avant le match contre Aston Villa, cette équipe ne sait pas gérer. Cette équipe est très forte quand elle est à 100%, quand elle est à fond dans son match, quand elle n'est pas là à se dire on va gratter peut-être une minute et on va peut-être jouer la contre-attaque quand ils vont pousser. Non, cette équipe, elle est très forte quand il y a justement grosse intensité, gros pressing, tu prends la possession de la balle, tu vas récupérer les ballons très haut, tu te projettes rapidement vers l'avant, quand tu n'as aucun calcul. C'est du football total, c'est le football total mis en place par Luis Enrique, et cette équipe, quand elle est comme ça, elle est une des meilleures d'Europe. On l'a vu à Anfield, on l'a vu à l'Emirates, on l'a vu sur la deuxième mi-temps contre Manchester City, où justement là, ils ont complètement lâché les chevaux en disant on est mené des 0, on n'a plus le choix que d'attaquer et d'étouffer et de noyer le Manchester City. Cette équipe est trop forte quand elle est comme ça. Et si Paris avait été revenu de l'Emirates avec un 2-0, peut-être qu'il serait rentré dans un truc au bout de 2 minutes déjà, commencer à marcher, perdre du temps sur les touches. Non, là, on n'a pas de temps à perdre. Là, il faut gagner, tu y vas pour gagner et point final. Et tu vas te qualifier comme ça pour la finale de la Ligue des Champions. Il vient de me motiver. Je peux te dire, camarade, on termine là-dessus. À la guerre avec Jonathan. Allez. C'est parti. Coach Jonathan, il a envoyé le bois là. C'est parti. On part à la guerre. C'est sifflé. C'est parti. Allez, deux dodo et on y est. Les amis, voilà, c'est terminé pour 100% PSG, la tribune, le podcast. Vous n'hésitez pas, des pouces, des likes, des messages, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, puisque vous nous suivez sur YouTube, Dailymotion, mais aussi, et bien évidemment, toutes les capsules vidéo que vous allez peut-être croiser sur les réseaux sociaux dans les 48 heures, les 72 heures à venir. 72 heures, ça sera peut-être déjà passé. On sera juste en train de peut-être de faire la fête ou en train de faire la tête. En tout cas, nous, on débriefera bien évidemment cette rencontre dans le podcast 100% PSG la tribune. Je vous donne rendez-vous, ce sera le 8 mai
mais on sera présent, on enregistrera tôt bien évidemment, et peut-être qu'on aura, on n'aura pas beaucoup dormi, mais on en aura profité, on sera heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que sur l'antenne d'ici Paris-Île-de-France, il y a plein de rendez-vous PSG bien évidemment, Pia Clément tous les soirs à 18h15 sur l'antenne avec le billet d'actualité de Pia. Il y a tous les matins aussi Romain Bédouc à 8h35 pour son billet 100% PSG. Il a bien rhabillé Kanguinli et Lucas Hernandez pour ce matin. Et nous, on se retrouve pour la rencontre, notre soirée spéciale 18h minuit. PSG, Arsenal. Ça va être la folie. Ça va être la folie. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci à Julie, merci à Julien. Merci à Marc Mécheloua. Merci aussi à coach Jonathan. Là maintenant, on est prêt. Là, tu sais quoi? C'est un peu comme l'enfer du dimanche. Maintenant, on s'écoutera ce moment-là à chaque moment et on partira à la guerre pour chaque match. Il est temps de débrancher cette émission, les amis. Ciao, bye bye.